en ces termes. Vous lui donnerez les instructions parmi lesquelles la plus formelle et qu'il n'ose jamais faire un appel à l'ONU, même dans n'importe quelle pression faite par les diplomates internationaux. La seconde, c'est de vivre en paix avec les Congo Léopold II, Léopoldville, donc la RDC, et les défendre même militairement en cas d'attaque faite par les forces ennemies. Mais après, on va voir. Apparemment, on est en sécurité puisqu'il y a l'armée marocaine et sénégalaise. Mais vous n'avez jamais peur le soir? Non, tant que les Marocains seront là avec les Sénégalais, non. La force interafricaine, composée presque essentiellement de troupes d'élite marocaines et sénégalaises, constitue pour les ex-gendarmes katangais un élément de dissuasion contre toute nouvelle aventure au Shabbat. Papa et maman, bonjour les enfants des papas. Je suis très ravi de vous revoir encore sur ces plateaux Kamba, centre de l'univers. Toujours en collaboration et sur diffusion des Panza Sangwa Congo, de notre confrère Dino Bilengue TV. Papa et maman, la fois dernière, nous avons entamé un sujet profond qui nous concerne tous en Afrique, que nous avons intitulé « Les secrets des indépendances ». Pour continuer sur ces lancées, nous vous disons qu'il est très important de réveiller le peuple africain pour que nous ayons des éléments nécessaires comme preuve irréfutable sur les défis qu'avait lancé notre père en commun, Papa Simon Kimbangu, en 1921, en ces termes. Papa, à ce moment quand il disait, c'était le 10 septembre 1921. Papa Simon Kimbangu déclenche son œuvre le 6 avril 1921 et il sera arrêté le 12 septembre 1921 et jugé et incarcéré depuis le 3 octobre 1921, qui croupira dans le prison à Katanga de 1921 jusqu'à 1951. Mais pour mieux comprendre cette situation, parce que moi si je parle, vous verrez que mais non, mais lui c'est un animateur kimbanguiste, avec lui il pourrait rajouter les ingrédients, mais non. On a toujours des références suivant l'interview des papas, des professeurs Bob Kabamba sur la chaîne Radio France Internationale, RFI. Suivons. Eric, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous êtes à Bukavu et vous avez une question qui était dans l'actualité vraiment la semaine dernière, mais on l'a sélectionnée ce matin car elle est vraiment intéressante. C'est une question concernant la journée du 6 avril dans votre pays, la République démocratique du Congo. Effectivement, Juan. Par décision du président Félix Antoine Tshisekedi, le 6 avril est désormais un jour férié et chômé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette journée est dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Oui, le 6 avril, désormais décrété jour férié en mémoire de Simon Kimbangu, prédicateur au début du siècle dernier. Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université de Liège, merci infiniment d'être avec nous. Tous les Congolais connaissent Simon Kimbangu. Il est considéré comme un héros national dans ce pays. Rappelez-nous en quelques mots, mais il mériterait des heures d'explication. Qui était-il ? Alors, pour parler de Simon Kimbangu, il faut avoir deux visions. La vision de, pour certains colons, il s'agissait d'un subversif et qui militait contre l'ordre colonial, puisque nous sommes dans les années 20, comme vous l'avez dit, donc tout au début de la consolidation de la colonisation belge. Et sur base de ça, il sera donc condamné en 1921 et ensuite condamné à mort, et puis sa condamnation va être transformée en perpétuité et il sera transféré à Lubumbashi où il va mourir en 1951.
Alors, mais pour les Congolais, ils s'africanisé, ou je peux dire congolisé, en fait, les rites religieux, aussi bien catholiques, il a mélangé les rites catholiques et les rites protestants, et pour créer donc un rite spécifique qu'on appelle donc le kimbanguisme. Et ce kimbanguisme va tout, dans un premier temps, se focaliser uniquement dans une partie de la RDC, mais progressivement va s'étendre sur une très grande partie et va commencer à se transformer non plus à simplement un mouvement religieux, mais va commencer à devenir un mouvement où les partisans vont commencer à militer contre la colonisation et surtout pour la libération de ce qu'ils vont appeler la libération des Congolais contre le pouvoir du colon. Oui. Et d'ailleurs, c'est cette base-là qui va constituer, on va dire, un des chaînons du nationalisme congolais et qui va déboucher plus tard, à plusieurs années plus tard, à la décolonisation dans les années 50 et 60. Effectivement. D'ailleurs, son église, son ministère a fini par être reconnu officiellement par les autorités belges. C'était en 1959 et en 59, on était vraiment quelques mois avant l'indépendance. Et il faut préciser que même s'il était en prison, même s'il a été condamné à mort, son mouvement s'est poursuivi dans la clandestinité. C'est sa femme qui a porté son mouvement et aujourd'hui, l'église kimbanguiste revendique des millions de fidèles. Comment expliquer la décision du chef de l'État de faire du 6 avril, qui est une date importante d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mon cher Bob Kabamba, mais c'est une date importante justement dans le mouvement kimbanguiste. 6 avril, jour férié, chômé et payé. Félix Tshisekedi, et je parle sous votre contrôle, ils ont soutenu les régimes précédents, Kabila père, Kabila fils, également le maréchal Mobutu, non ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le kimbanguisme, après la colonisation, l'attitude des kimbanguistes va changer du fait qu'ils ont obtenu la libération des Congolais. En obtenant la libération des Congolais, la philosophie du kimbanguisme est de pouvoir accompagner le pouvoir en place pour accomplir le destin de Simon Kimbangu. Et d'où le fait que depuis donc l'indépendance, les kimbanguistes sont toujours été du côté du pouvoir et dans la perspective de les accompagner en vue de promouvoir le kimbanguisme, que le kimbanguisme devienne la première religion ici au Congo. On va parler du Maroc. Le Maroc, vous savez que ces régimes impériaux, il y a le royaume là-bas ou encore l'empire. Et le premier, le dernier, les rois, les Français ont décidé, et les Espagnols, décoloniser ou encore d'assujettir le Marocain. Les sultans ou encore les rois qui étaient à l'époque, c'est le roi Mohamed V. Après ces exactions, il a décidé de s'exiler en Corse le 20 août 1953. Puis la Corse, il s'est rendu au Madagascar. Il était bien en sécurité, disons, à la capitale, Antananarivo. Il était logé et véhiculé. Donc, il avait tout ce qu'il faut en tant qu'un roi ou un autre qui s'est exilé à Madagascar. Un jour, le samedi 8 mai 1954, il y avait un événement très important, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'une foire où tous les enfants, tant noirs ou européens, sont allés sur cette foire. Il était convenu que les enfants aussi, la descendance de Mohamed V, aillent aussi sur cette foire. Ils sont allés, ils étaient deux, parmi, vous savez, le roi qui était ascendé. Il était parmi ses enfants. Donc il avait deux enfants, les rois. Ils sont allés à la foire de Antananarivo. Mais vous savez que comme c'est un roi, il avait des chauffeurs qui allaient chercher ses enfants à l'école ou partout ils allaient. Alors qu'ils sont partis à la foire, le moment arrivé où la fin des festivités, les chauffeurs qu'on attendait pour venir chercher les enfants étaient apparus en retard, n'est pas venu à l'heure. Alors les enfants, quand tous sortaient pour aller chercher leurs parents, les enfants descendaient aussi, ils ont fait la même chose. En sortant,
ils se sont perdus. Quand ils se sont perdus, ils se sont retrouvés. Ils ont pris les bis. Ils croyaient qu'en prenant les bis, l'arrêt suivant, c'était leur domicile. Mais malheureusement, c'était pas ça. C'était pas ça. Ils ont pris un bis qui allait dans un autre confond. Alors c'est pour cela qu'ils se sont perdus. Ça, c'est des conditions que notre père, qu'on appelle l'homme d'épargne, c'est dans ces circonstances-là, lui, il prépare pour faire comprendre, pour apparaître, pour résoudre les problèmes là où il y a des problèmes, pour donner des réponses à des situations très compliquées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était 22h dans la résidence de Sa Majesté Roi V, sans la présence visible de deux enfants. La police fit alerter et le chauffeur fut mis provisoirement en garde à vue pour raison d'enquête par la police coloniale française. Dans la résidence, tout le monde fut agité et personne n'est pris sommeil jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, les communiqués furent passés à la radio nationale. Les démarches seront effectuées et les recherches intenses seront faites dans la capitale sans résultat. Au troisième jour, le communiqué sera passé en boucle avec la promesse de récompense à la personne qui aurait trouvé la progéniture royale marocaine. À la tombée du troisième jour et sans plus d'espoir autant pour la police coloniale que la résidence des rois, tout le monde se découragea. On est découragé. Vous savez, quand vous avez perdu un proche, après des jours, on a encore l'espoir. 3 jours, c'est mort. On s'éteint, on n'a plus la force. C'est ce qui s'est produit. Ils ont dit que c'est mort, c'est parti. J'ai perdu mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? C'était un problème. Ça dérangeait toute la famille. Donc, tout le monde était dans détresse totale. C'est ça la situation, la vraie vérité. Mais ce sont des circonstances de notre Père. Il prépare quelque chose. Il faut que ça mûrit. Quand ça mûrit, là, les hommes achètent. Ils disent que mais non, c'est pas possible. Lui, il réagit dans les moments impossibles. C'est ça la divinité. C'est ça la force divine. C'est ça les divins, c'est ça. Il fait des choses que le monde ne comprend, ne peut pas comprendre. Allons-y, on avance. À la tombée du troisième jour et sans espoir, je vous ai dit. Au 4e jour, soit le mardi 11 juillet à 7h30, les deux enfants se pointèrent devant la grille de la résidence de Sa Majesté avec des cris de joie. Papa, maman, nous voilà, nous sommes là. Vous nous avez cherché, ah, nous sommes là. Papa et maman, je pense que quand on kidnappe quelqu'un, je pense quand il revient, quand on le libère, il ne vient pas avec la joie. Il vient avec la tristesse totale. Il vient avec la tristesse, quel qu'il soit l'âge, même tu as 2 ans, même tu as 3 ans. Mais le petit Hassan, il avait au moins 10 ans à l'époque. Hein? Mais ils sont revenus avec toute la joie, comme si ils sont partis dans un monde où on vit mieux que là où il était. Mais suivons ce qui s'est passé. Papa et maman, c'est là, je vous ai dit que notre Père, il était ici, au-dessus de tout. Papa, maman, nous voilà. Tout le monde s'est précipité vers la grille, allant accueillir les enfants. Les parents leur posèrent beaucoup de questions, dont voici une des réponses. Les samedis là, nous avions attendu Père Ben chauffeur, mais il n'était pas là. Il n'est pas venu. Nous nous sommes décidés de sortir dans la foule vers la grille de la sortie principale de l'enclos de la foire. Nous avions pris le bus avec les autres enfants, dont la majorité étaient des enfants blancs. Nous sommes trompés d'arrêt, croyant que c'était à quelques mètres de notre résidence. À la descente, nous avions la cité
nous avons vu la cité pleine de bicoques, paillotes, hangars, pirogues, filets et les pêcheurs. Seuls, nous nous sommes retrouvés devant les inconnus. Un vieux pêcheur nous a approchés et nous a demandé de qui nous étions des enfants. Il savait. Mais il faut faire en sorte. Et d'où venions-nous? Il nous a pris et nous a protégés dans son hangar. Je vous dis un hangar. Ce n'est pas un palais, c'est un hangar. Qu'est-ce que vous allez trouver de bon dans un hangar et y rester 4 jours et quand vous revenez, vous pensez même que l'hangar, il est mieux que notre maison, que notre résidence. Vous allez voir ce qui va arriver après. Suivez. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître l'histoire, les secrets des indépendances. C'est très important. Il nous a pris, il nous a protégés dans son hangar. Puis il nous a fait du thé à 23 heures, tout en nous rassurant qu'il nous amènera demain matin auprès de nos parents. Mais dans la nuit, le voleur lui a tout volé de telle enseigne qu'il lui manquait même les habits à porter pour nous accompagner auprès de vous. Voilà les circonstances qui provoquent Papa Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment bien travaillé pour que l'homme ne comprenne pas. Mais comment c'est possible? L'homme qui les a pris, notre père les a pris, après la nuit, on l'a volé tout ce qui était dans tout ce qu'il avait. À telle enseigne qu'il n'avait même pas quelque chose pour te protéger. Et il ne savait pas que lui, il se promène avec un pagne et un boubou. C'est ça son vêtement. Mais les enfants ne le savaient pas. Même les Africains aujourd'hui ne savent pas. C'est pour cela que nous vous révélons que c'est ça l'habillement de notre Père. C'est son vestiaire, un pagne, un boubou. Il se présente comme un chef coutumier parce qu'il est le roi des rois. En attendant qu'il trouve les habits, il nous servait à manger à tout moment et en abondance. Même on l'a volé. On l'a volé le deuxième jour, mais il y avait toujours à manger en abondance. Même ils ne mangeaient même pas ce qu'ils avaient chez eux. Je ne sais pas où ils les trouvaient. Les enfants sont devenus fans. Vous allez voir que les enfants étaient devenus fans en 4 jours. Est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un des enfants en 4 jours? Les fanatiser en 4 jours, ce n'est pas possible. Suivons. En attendant qu'il trouve les habits, il nous servait à manger à tout moment et en abondance. Hier, il a même lavé nos habits. Chaque matin, midi et soir, avant de manger, avant de se coucher, il nous demandait de fermer les yeux pour la prière qui prenait fin par le terme Amen. Ce matin, n'ayant toujours pas trouvé des habits, il a décidé de nous conduire auprès de vous. Il est resté au coin de la rue, devant la pépinière, et porte son drap de lit, compagne avec une chemise blanche, en manches courtes. Chemise blanche en manches courtes, boubou. Il est gros, tout noir et long de taille. Et il nous a dit qu'il ne quitterait pas cet endroit jusqu'à ce que l'un de nous aille lui assurer réellement. Nous ne sommes pas trompés de notre résidence. Cette fois-ci, nous sommes vraiment entre les propres mains de nos parents. Pour s'assurer réellement s'ils sont. Donc, Papa Simon Kimbangu, il savait qu'on va les chercher parce que les circonstances, ce qui a provoqué est inouïable, incomparable. C'est inouï. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Personne n'est capable de faire ce qu'il a fait. Sinon, la force, par la force divine. Donc, il attendait qu'on va venir les chercher. L'homme, il a fait en sorte que les enfants puissent raconter l'histoire de la manière que leurs parents puissent voir que ça leur dépasse. Ça dépasse leur entendement.
C'est ce qu'il a fait. C'est ça, Papa Kimbangu. C'est ça, notre père. Pour intervenir, il crée toujours une situation. Et il a créé, et ça réussit. Et suivons maintenant la suite. Fou de joie, le roi Hassan, les tons instruisant les chefs de service des gardes d'aller chercher ces vieils hommes de bien vouloir venir voir aussitôt. Les chefs des gardes, accompagnés de l'un de ses enfants, l'aîné, se sont rendus sur le lieu. Arrivés sur place, ils découvrirent l'homme en pagne habillé de draps de lit blanc. Ils l'ont emmené jusqu'à la résidence où le roi lui-même s'est mis debout pour embrasser à bras ouverts celui qui s'est présenté comme le vieux pécheur. Pendant leur entretien, l'homme en pagne profita pour lui glisser un mot. Écoutez-moi, Papa Kimbangu, quand il veut te parler, il veut te donner l'instruction, il donne le ton impérial. Il se présente comme une autorité devant. Il dit ceci, écoutez-moi. Bien, Sa Majesté, cette circonstance n'est qu'une occasion provoquée pour votre rencontre, pour notre rencontre. Bientôt votre exil prendra fin. Il ne savait pas. Mais il le dit. Bientôt votre exil prendra fin. Et vous regagnerez votre pays. Les jours où vous sentirez que vous voulez quitter ce monde, vous prescrirez dans votre testament comme successeur parmi vos fils, les petits Hassan Moulay. Il donne l'instruction. Il choisit lui-même. Ça a été toujours comme ça. C'est lui qui choisit. Vous verrez que dans d'autres pays, parce que je n'ai pas le temps, je pourrais vous glisser quelque chose sur quel pays, ces pays-là, je vous dirai avant la fin. Ces pays-là, Papa Simon Kimbangu lui-même, il a pris les noms. Il dit que toi, donne-moi ton nom. Il amène son nom. C'est celui-là qui deviendra le président. Je vous dirai c'est dans quel pays à la fin. Au Guinée équatoriale. C'est au Guinée équatoriale, on parle espagnol, je pense. Dans ces pays-là, je crois que les choses sont passées comme ça. Donc, Papa Kimbangu, lui-même, il a fait les choix. De lui-même, il est allé discuter avec les gouverneurs de la province à l'époque coloniale pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi, en ces termes. Vous lui donnerez les instructions parmi lesquelles la plus formelle et qu'il n'ose jamais faire un appel à l'ONU, même dans n'importe quelle pression faite par les diplomates internationaux. La seconde, c'est de vivre en paix avec les Congo Léopold Ville, donc la RDC, et les défendre même militairement en cas d'attaque faite par les forces ennemies. Papa Kimbangu savait qu'il y aurait des guerres au Congo. C'est pour cela que nous avons vu dans les guerres de 1978, la guerre de 80 jours. Le Maroc a intervenu à connaissance des causes. Les parachutes, les soldats marocains faisaient parmi, ils étaient parmi les gens, les militaires qui sont partis pour aider le Congo en attaque quand il avait le mutinerie de Katanga. Vous savez, c'est en conséquence des causes. Je vous mets l'extrait pour savoir que c'est réellement à Sandé, il avait cette connaissance. Il avait cette connaissance. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité. D'ailleurs, Mobutu dira entre les frères, le choix est clair. Ce n'est pas des amis. Le Maroc et le Congo, ce sont des frères. C'est pour cela, voyons même, Mobutu jusqu'à présent, il s'est exilé au Maroc. C'est en connaissance des causes. Papa Simon Kimbangu, il a préparé les terrains bien avant nous. Voyez l'orientation qu'il avait donnée en 1954. Humanitaire de ces 2500 civils dont le sort est extraordinairement critique. Raymond Girard, TF1 à Kolwezi. Nous volons à l'instant même à bord d'un C-130 Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale,
l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Vous l'avez échappé belle parce que vous étiez dans cette prison de la ville africaine de Manica. Vous étiez une trentaine et vous avez été sauvé de justesse, non? Oui, on a été sauvé de justesse. Disons, si le deuxième rep n'arrivait pas, on aurait été tué par les civils de la cité Manica. Est-ce que vous avez été torturé, brutalisé durant votre séjour en prison dans la ville africaine? Moi, personnellement, je n'ai jamais été torturé ni brutalisé, mais d'autres personnes, oui. Et on a failli être fusillé souvent, chaque fois que le mirage arrivait. Alors à un moment donné, parce que j'étais français, on voulait me fusiller. Et après, parce que on me prenait pour un mercenaire marocain. On voulait me fusiller aussi. Mais alors pourquoi êtes-vous revenu? Je suis revenu, mais après on va voir. Apparemment, on est en sécurité puisqu'il y a l'armée marocaine et sénégalaise. Mais vous n'avez jamais peur le soir? Non, tant que les Marocains seront là avec les Sénégalais, non. La force interafricaine, composée presque essentiellement de troupes d'élite marocaines et sénégalaises, constitue pour les ex-gendarmes katangais un élément de dissuasion contre toute nouvelle aventure au Shabbat. Numériquement faible, mais seul importe en Afrique la qualité des combattants. N'a-t-on pas vu 700 légionnaires mettre 4000 katangais en déroute? La force interafricaine est l'unique garantie de sécurité pour les techniciens européens, isolés dans ce milieu hostile que représente la population locale. Les Lunda, comme les gendarmes katangais, qu'ils avaient spontanément accueillis d'ailleurs en mai dernier, allant jusqu'à ériger des tribunaux populaires pour juger les travailleurs européens. De vivre en paix avec les Congo Léopold II et de le défendre même militairement en cas d'attaque faite par les forces ennemies, car ces pays constituera le noyau de ces îles africains. Ainsi, une enveloppe d'argent et un grand colis lui ont été offerts pour rien par les rois. Les colis contenant 10 pantalons, 5 chemises, 5 paires de chaussures, 5 costumes. À la sortie principale de la résidence, l'homme en pagne retourna derrière et souleva la main droite comme pour saluer la famille royale. Toute la famille souleva la main à son tour pour réciproquer la salutation. De ce fait, les deux petits-enfants manifestèrent l'intention de les suivre. Empêcher. Maintenant, suivons les réactions des enfants. Les enfants qui ont vécu 4 jours dans un hangar, suivons leurs réactions, papas et mamans. De ce fait, les deux petits-enfants manifestèrent l'intention de suivre. Empêchés par les parents, chacun d'eux tomba par terre en pleurant amèrement. Pour leur mère qui observait la manière dont ils coulèrent abondamment leurs larmes, n'a pu et elle aussi contenir ses larmes. Donc, ces enfants, ils ont vu que mais non, on ne peut pas laisser ses papas, il est plus que nos parents. Ils ont pleuré parce qu'ils voulaient partir avec eux. Vous savez les enfants comment ils sont? Parce qu'ils ont vu là où ils étaient, c'était mieux que leur maison. Mais nos fils, ils sont les enfants des autres. Donc pour vous dire que notre Père, il est incomparable. Ce qu'il a fait, je vous dis qu'il reste l'homme impair. Il n'y a pas de parité pour dire que non, on compare. Il est impair. Ce qu'il fait, on ne peut pas les comparer. Il n'y a pas de comparaison. Mais papas et mamans, les Marocains, là où vous êtes, c'est votre histoire. Partagez cette histoire, ne gardez pas pour ça, pour vous-même. Parce que les jours à venir, nous comprendrons dans 10 ans qui est Papa Kimbangu. Nous tous, nous l'aurons besoin. Mais moi, dès l'appel Von Mutoko, Motona Kimia, qui est votre confrère, je lui vois les Papa Simon Kimbangu Kangani, je vous dis que n'oublions pas que dans 10 ans, je vous dis 10 ans, là, 10 ans, toute l'Afrique aura besoin de Papa Kimbangu. On va les chercher. Il était où? Mais moi, j'ai fait mon devoir de vulgariser, de vous montrer qui est Papa Kimbangu, ses faits, ses gestes, ses instructions,
ces merveilles qui nous appartiennent, on doit les partager entre nous. On partage, c'est pas seulement des choses à manger, mais des choses qui sont plus même que ce qu'on mange. C'est ça, notre Père. Nous portons tous le même jeune homme. Papas et maman, je suis par le roi Mohamed V rentrant au Maroc à la mi-novembre 1955. Les pays accédant à l'indépendance le 2 mars 1956 et le 7 avril 1956 et signé à Madrid la déclaration commune indépendante portant l'exode nord 26 février 61. Et nous savons après son successeur fit bel et bien Messier Assandé. Assandé après le décès Assandé Mohamed VI accède au trône en 1999. Papas et mamans, nous vous aimons, nous avons parlé. Et on vous parle maintenant rapidement de